à toutes et à tous. Un grand merci de m'avoir permis de m'exprimer ici, que je dois essentiellement à Christian, mais qui m'oblige, je dirais, de vous exprimer une certaine appréhension, parce que, bon, c'est une question de caractère, d'une part, pas une envie, je dirais, de me mettre en avant, mais je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Je ne sais même pas si je suis un connaisseur de l'intelligence artificielle et peut-être même pas un amateur, ce qui expliquera mon propos critique. Et puis, je ne parlerai pas donc directement de l'intelligence artificielle. Je vais un peu tourner autour. Vous reconnaîtrez quelques allusions. Mais mon propos est plutôt de me demander devant vous si l'aventure de la science, de manière générale, nous la maîtrisons dans le sens où, sans connaître son histoire, quelles sont les conséquences de notre expression aujourd'hui de ce qui fait science ou scientificité. Donc, je vous demande un moment pour partager mon diaporama, à condition que je trouve le bon document. Voilà, il est là. Alors, je vais me mettre au début. Pour dire justement, je vais questionner un peu le terme même d'intelligence artificielle, mais je dois aussi vous avertir que, en tant que biologiste à l'origine, investi dans la santé environnementale, je n'ai pas nécessairement la légitimité pour parler de philosophie, d'anthropologie ou de sociologie. Pourtant, je vais essayer de le faire modestement, parce que mon parcours m'y a conduit, c'est-à-dire que c'est les questionnements face au terrain qui ont fini par me contraindre à sortir des forteresses disciplinaires et d'aborder les choses autrement. Bien sûr, il y a un point de départ, et un de ces points de départ, c'est la définition de la santé de l'OMS comme complet bien-être, qui m'a accompagné ou qui m'a taraudé, si vous voulez, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait avoir au-delà de l'absence de maladie dans cet espace que pouvait fournir la réflexion sur le bien-être. Bien-être, bien sûr, est un concept philosophique et non pas tellement normalisable et donc difficile à introduire dans nos raisonnements du quotidien, mais pourtant, missionné pour étudier ou pour évaluer des aménagements urbains favorables ou non à la santé. Et en parcourant les quartiers populaires qui étaient un peu notre terrain de prédilection, à un moment donné, il m'a semblé qu'il n'était pas possible de répondre à la question de ces aménagements favorables à la santé comme complet bien-être sans m'adresser à l'expérience de vivre dans ce quartier. Et donc, ceci a été comme un franchissement du miroir, quelque chose vraiment, un renversement complet qui a questionné mes conceptions, mes préjugés, et ainsi de suite. Donc, de ce fait, je n'étais plus confronté dans la posture naturaliste de la santé publique à des corps biologiques, et des humains génériques, statistiques, si vous voulez, mais des vraies personnes avec leur histoire, avec leurs désirs, avec leurs rêves, avec leurs galères aussi. Et donc, comment arriver à recréer ou adopter ce langage symbolique qui venait complètement contredire le langage fonctionnaliste de l'urbanisme que la santé publique adopte sans réfléchir, si je puis dire. Donc, ça a été un long parcours avec des tas de lectures et qui, pour donner un exemple, m'ont fait comprendre que ce que j'enseignais, la posture transdisciplinaire, comme moyen d'aborder les populations cibles dans nos travaux, était en fait un ethos, parce que ça nécessite d'abandonner toute idée
de supériorité qui pourrait être conféré par le statut du sachant face à un public profane, un terme dont j'ai une sainte horreur. Mais pour arriver à faire dialoguer les savoirs formels et les savoirs de l'expérience, c'était le prix à payer. Je rentre maintenant dans mon sujet. Je vais dire que je vais éviter tout débat autour de différents ismes. Je ne suis pas philosophe, mais malgré tout, quelques lectures m'ont fait comprendre que les tentatives taxonomiques sont très imparfaites et que derrière chaque isme se cachent différentes prémices, différents développements et ainsi de suite. Même si je déclare ici mon refus ou mon rejet du positivisme que je reprendrai dans ma conclusion, je vais éviter justement d'utiliser les écoles de pensée, etc. Je vais utiliser quelques contrastes, je vais révéler quelques contrastes ou quelques débats, quelques oppositions. Et je commence ma première objection, j'en ai trois, qui utilisent, je dirais, les préjugés platoniciens. Je ne suis pas très fier, ce n'est pas très original, d'autant plus que j'ai une fascination absolue pour Platon, même si je ne partage absolument pas ses conclusions, sur sa manière de raisonner, sur sa manière de dépioter un certain nombre d'idées et de nous faire encore comprendre des choses aujourd'hui. Mais face au discours de mes collègues ou ce que j'entends de manière générale et en repérant des termes de vocabulaire et d'expression, je me demande encore aujourd'hui quel est le statut de l'idéal importé dans la science et si on en a véritablement conscience d'où ça vient et des problèmes que pose l'introduction d'un concept intemporel dans le monde des phénomènes, du temps et de l'espace, de l'activité, qui est celui de la science. Est-ce que cette légitimité est pensée et réfléchie? Donc, c'est à ce niveau-là que j'en reste ici. Et puis, cet attrait du chiffre que je peux exprimer au travers de mon expérience, car à la suite de présentations de nos résultats des enquêtes ethnographiques dans les quartiers populaires, et pas qu'une seule fois, j'ai eu la remarque, mais chers collègues, rassurez-nous, vous êtes passé par une enquête qualitative, ce n'est que provisoire, vous avez l'intention d'extraire des variables quantitatives que nous pourrions utiliser dans les modèles. Je ne sais plus ce que j'ai baragouiné comme réponse la première fois, mais ça m'a accompagné comme cette idée d'un préjugé d'une vérité supérieure du chiffre sur le sens, et ceci me gêne. Donc, il est possible, et c'est ce que j'aimerais soumettre comme hypothèse, qui n'est absolument pas nouvelle, je ne suis pas le premier à le dire, que notre rapport à la vérité soit un peu confus, ou à un concept, je dirais, similaire, qu'est la certitude, qui est si peu scientifique. Et donc, je m'appuie sur le philosophe contemporain Bernard Williams pour contraster ce rapport à la vérité et cet attachement à ce qui est vrai, à la vérité qu'exprime l'adjectif truthful, la fidélité à la vérité, et qui fait reconnaître à Bernard Williams cette tension qu'il appelle d'ordre psychologique entre un attachement à la vérité et une suspicion presque spontanée, instinctive, vis-à-vis de tout discours prétendant à la vérité. Alors évidemment, cet attachement à la vérité qui se voit aussi par la condamnation de toutes les formes de déception et qui vont me permettre de tirer un fil juste tout à l'heure. Mais ce que les historiens de la science et les philosophes de la science m'ont appris, c'est qu'on peut suivre dans l'histoire le remaniement des manières de dire le vrai, c'est-à-dire les manières de l'établir et les manières de l'exprimer. Et ceci, on peut en faire l'histoire. Bernard Williams tente de nous
proposer des généalogies fictives, mais je m'appuierai sur l'historien des sciences Ian Hacking, simplement pour faire une remarque. Comment au XVIIe siècle, la fusion de la philosophie expérimentale d'une part et de l'idée, c'est Galilée et Francis Bacon pour prendre des exemples, et l'idée de laboratoire inventée par Robert Boyle et exemplifiée par sa pompe à vide ont produit un total renversement de notre manière d'établir les connaissances, puisque jusqu'à alors, on observait les phénomènes, alors qu'à partir, à la fin du XVIIe siècle, les connaissances étaient établies en reproduisant les phénomènes en modèle réduit, quelque chose que nous reconnaissons comme prédominant aujourd'hui. Mais si je parle d'historicité, c'est qu'il n'est pas impossible que ceci change, encore une fois, dans l'avenir. Et je viens maintenant, en fait, que nous sommes confrontés au sein de la science à des vérités concurrentes ou à des débats, je dirais, sur la vérité de nos interprétations, qui sont, comme je l'ai dit, plutôt des discussions autour des manières de dire le vrai, mais qui révèlent sans aucune surprise des conflits épistémiques sous-jacents qui parfois flambent, comme ça a été le cas à la fin des années 90, pendant cet épisode qui porte le nom de Science Wars, les guerres des sciences, et qui montre que parfois ça atteint une certaine violence. Et donc, de ce fait, je dirais, ces tensions ou ces oppositions, ces controverses au sein de la science seraient normales, voire peut-être même fertiles. Et je me permets ici une petite incidente, c'est-à-dire que une fois que ces débats scientifiques diffusent dans l'espace public, repris par les médias, malheureusement, ça devient des bagarres d'opinion et donc on perd complètement le sens des raisons pour lesquelles il y a des désaccords dans la science et ceci me semble affecter la confiance qu'on peut faire à la science et qu'on ne fait pas assez attention. Je pense particulièrement à toute tous les séqués dans leur fondement. Je passe à ce point qui m'a été fourni encore une fois par Bernard Williams, cette tension, ce biais cognitif peut-être, entre l'attachement à la vérité et la suspicion de discours qui prétend à la vérité, parce que j'y ai reconnu un reflet, si vous voulez, de mon ethos de scientifique, c'est-à-dire une exigence de vérité qui commence par soi-même et un scepticisme bienveillant qui rend possible la poursuite de l'aventure ou de l'enquête scientifique. J'y reviendrai dans ma conclusion. Plutôt donc, ou plutôt en prenant le total contre-pied de toute notion d'idée pure ou d'idéal, je vais me tenter d'esquisser un éloge de la diversité. Et cette diversité, je ne vais pas la chercher dans la nature où il paraîtrait qu'on devrait la trouver, mais plutôt parmi les cultures, dans le sens anthropologique du terme. Et j'y suis arrivé parce que je m'intéressais au grand partage entre nature et culture qui pose des problèmes aujourd'hui. Bruno Latour en a parlé, mais là, je parle de Philippe Descola qui m'a appris que ce grand partage entre nature et culture est le propre de la seule culture occidentale européenne et ce qui permet à l'auteur de se demander si finalement les exotiques, ce n'est pas nous par rapport à la diversité des autres cultures dans le monde qui ne sont pas passées par là.
Et je suis tombé sur le grand sinologue François Julien, auquel je ne rends absolument pas honneur ici parce que je ne prends qu'une toute petite partie de son œuvre au travers d'un de ses livres, mais Traité de l'efficacité me semblait être un bon exemple compte tenu de la place qu'occupe le terme dans notre vocabulaire axiologique de l'action, l'efficacité. Et voilà que François Julien explique déjà dans un avertissement avant même l'introduction de son livre, il nous met en garde sur ce qui va suivre, c'est-à-dire que là où l'efficacité pour nous provient, je dirais, de la tradition des anciens Grecs, l'atteinte des objectifs fixés par avance, dans la tradition chinoise, rien de tel. Il s'agit d'apprécier la situation, la dynamique de la situation, les forces en présence pour bénéficier de celle-ci, se laisser porter par elle, ce qui est tout de même très, très différent et presque difficile à comprendre. Donc, les conséquences, je dirais François Julien, là, on traite dans tous ses livres sur la manière de s'exprimer des Chinois et toutes sortes d'habitudes qui découlent justement de cette attitude de l'efficacité de l'action. Et pour vous donner un élément, je dirais, de l'étrangeté que ça présente pour nous, voilà une pensée qui ne sépare pas théorie et pratique, je dirais presque où la séparation théorie et pratique n'a même pas de sens. Bon, comme je suis biologiste, j'ai aussi essayé de me tourner vers les neurosciences modernes pour savoir si elle avait quelque chose à me dire de ce que j'appelle la culture dans le cerveau. Et voilà que des auteurs qui se qualifient de neuroanthropologues m'expliquent que, avec une simple tâche de composition d'une scène, si on fait de l'imagerie fonctionnelle pendant que les sujets font des opérations mentales, les corrélats neuraux, donc la recherche des corrélats neuraux, il est possible de distinguer par les biais attentionnels et la séquence opérée un sujet de culture occidentale d'un autre qui est asiatique de l'Est. Je suis aussi arrivé sur Augustin Berg, un auteur que j'avais déjà rencontré à cause de sa mésologie, sa théorie du milieu. Et là, c'est un peu une réponse ou un pendant ou une poursuite du thème ouvert par Jean-Pierre Clairaut, parce que sa notion du milieu m'intéressait comme élément, je dirais, de base sur lequel on pouvait construire quelque chose qui pourrait être, disons, une variante de One Health, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Ce qu'Augustin Berg m'a surtout appris, c'est que voilà une langue, le japonais, qui n'a pas séparé sujet-objet, qui n'a pas posé l'ego des Grecs, qui veut simplement dire je, mais dont le mot a connu une aventure considérable puisqu'il est même devenu substantif. Et donc, de ce fait, sans la séparation sujet-objet, on a toutes sortes de difficultés pour construire une proposition. Comment peut-on, évidemment, faites attention parce que le sujet en logique n'est pas tout à fait l'équivalent du sujet en grammaire, mais tout de même, je vais essayer de l'expliquer par l'exemple, parce que ça m'a posé un problème de comprendre comment on raisonne dans ces conditions-là. Donc évidemment, il y a eu des réformes linguistiques ou des propositions de réforme linguistique, mais aucune n'a atteint l'équivalence de la forme sujet-prédicat des propositions donc, qui sont les nôtres depuis Aristote. Et donc, on peut se demander quelle est l'alternative. Et pour la comprendre, il m'a fallu lire 3 fois Augustin Berg parce que ce n'est pas si évident, mais c'est finalement relativement simple. Et pour le comprendre,
Augustin Berg introduit la notion de mondanité, c'est-à-dire le fait que chaque situation représente en quelque sorte quelques possibilités, représente un bout de notre monde où certains prédicats deviennent possibles. Et donc, c'est l'identification, encore une fois, comme pour les Chinois, la situation dynamique de tout à l'heure, qui permet d'orienter vers le prédicat, qui peut alors être attribué à un sujet selon une règle de plausibilité. C'est extrêmement étrange pour la pensée d'un occidental que je suis. Et je ne cherche absolument pas à montrer une quelconque supériorité, je cherche à montrer une différence et insister sur cette différence qui devient d'autant plus difficile à comparer, à mettre dans une comparaison, parce qu'en plus de la séparation, enfin de la création du sujet par les pronoms personnels de la langue grecque, nous avons subi une autre modification du fait de l'absolutisation du sujet opérée par Descartes, qui a posé le je, qui est le fondateur d'un moi totalement détaché du monde. Et ça, c'est quelque chose qui vous pose problème aujourd'hui, parce qu'un moi détaché du monde, je ne sais pas ce que ça veut dire, de la même façon qu'un vivant sans milieu, je ne sais pas si ça peut exister. Donc, ça m'amène à ma deuxième objection, à faire la synthèse pour ma deuxième objection. J'ai essayé de conserver l'idée que devant la diversité des manières de décrire, de comprendre et d'interagir avec le monde que représentent toutes ces cultures, peut-on aujourd'hui dire que nous savons précisément ce qu'est le savoir et comment on l'apprend? Ou plutôt qu'il y a une diversité, en tout cas de manière d'apprendre, et ce qui justifierait l'objection que j'appelle péché ethnocentrique. Alors, je suis parfaitement conscient que vous allez me rétorquer, la science a vocation à être universelle, mais je me demande si on a vraiment conscience de l'histoire même de cette loi universelle qui nous provient de la métaphysique, encore une fois, en nous tournant vers le XVIIe siècle. Mais un peu pour faire le pendant de ce que Jacques disait à propos des découvertes de la biologie au travers de l'aventure du séquençage, voilà un article qui était mentionné dans la newsletter de Nature avec le titre « L'effondrement annoncé du réductionnisme », qui explique la grande crise qu'il y a aujourd'hui au sein de la physique théorique, de la physique des particules. Donc, avec un autre, comment dirais-je, version de la pompe à vide de Robert Boyle, mais actualisée, c'est-à-dire le collisionneur à hadrons du CERN à Genève, qui conduit les physiciens des particules à repenser les lois de la nature. En fait, c'est exactement comme les lois universelles que je citais tout à l'heure, dont ils débattent de la naturalité. C'est assez fascinant. Je vous incite à aller chercher cet article donc dans Quanta Magazine, je ne sais pas exactement, je ne connaissais pas, mais qui justement montre que nous butons aujourd'hui sur les limitations de notre appareillage conceptuel donc qu'on utilise dans la science et que ceci pourrait être annonciateur de nouvelles façons de penser et de rechercher encore une fois, dans nos différents champs. Pour ma troisième objection, là je vais être plus rapide, j'utilise le titre d'un livre du neurologue américain Antonio Damasio, L'erreur de Descartes, mais je vais prendre comme simple point de départ un constat. Les humains sont des êtres sensibles, je préférerais utiliser l'anglais
sentient, mais c'est simplement que face à leur expérience, on voit des mouvements du corps qu'on appelle émotions qui font générer un sentiment dans notre conscience. Et ce n'est pas d'ailleurs les seuls animaux à présenter ce type de fonctionnement. Mais comment se fait-il alors que depuis l'Antiquité, Socrate accusait son corps de lui opposer toutes sortes d'obstacles l'empêchant d'atteindre les idées pures, le christianisme qui a culpabilisé les passions, jusqu'à la modernité qui a dit bon, le subjectif, ce n'est pas intéressant, on le met de côté. Nous, on va s'occuper que de l'objectif. Mettant un peu nos affects comme obstacle à l'intelligence, obstacle à la moralité et obstacle à la connaissance. Et c'est là que l'argument d'Antonio Damasio devient intéressant parce que justement, il nous amène à travers des données expérimentales et cliniques à une conclusion qui est quand même, je dirais, surprenante. Chaque fois que l'on perd accès au contenu émotionnel de notre cerveau, eh ben, on devient irrationnel. Et alors, on peut peut-être comprendre ce que cherchait à dire le primatologue philosophe Franz de Waal, selon qui les émotions sont notre boussole, et nous faire penser que la sacralisation de cette raison solitaire et exsangue est peut-être à revoir. J'en arrive à ma conclusion en 2 points. Je reprends d'abord la question des mots, du choix des mots. Peut-être une métaphore, je n'en sais rien. En tout état de cause, pour me demander qu'est-ce que l'on cherche à dire, quel sens cherchons-nous à porter quand on parle d'intelligence artificielle, quel imaginaire cherchons-nous à susciter, ou alors quelle valeur, quel pouvoir performatif aurait cette expression. Spontanément, j'aurais tendance à chercher les intelligences dans le vivant, mais vous me rétorquerez, c'est un préjugé de biologiste, une fois de plus. Et puis peut-être, c'est pas inutile de réfléchir sur le juge final de la valeur adaptative de nos innovations, qui sera sur le temps un peu plus long, et face à des situations inédites dont on ne peut même pas imaginer exactement le déroulement aujourd'hui. Et ma crainte, c'est qu'à force de parler d'intelligence artificielle, finalement, c'est à l'échelle des artifices, c'est au niveau des artifices que l'on va chercher l'intelligence tout court, et ça me gêne. Et puis, je remarquerai que la connaissance, encore une fois, de l'histoire de la science devrait nous rendre un peu plus prudents parce que si on regarde les conséquences de la mécanisation de la nature qui est intervenue au XVIIe siècle et qui influence et le vocabulaire et la pensée médicale aujourd'hui, ce n'est pas, je dirais, une simple fantaisie que j'agite ici. Il y a effectivement cette possibilité d'un déraillement, si je puis dire. J'ai cité le positivisme en entrée de mon topo, mais je ne vais pas discuter tellement ces prémices, ces expressions selon le système de philosophie positive d'Auguste Comte, mais plutôt par une de ses conséquences ou un de ses prolongements, un mouvement héritier ou un avatar, si vous voulez, le positivisme logique, l'école de Vienne, qui a fini par totalement séparer le monde de la science qui porte sur les faits et le monde de la métaphysique qui parlerait de valeur. Une totale, je dirais, comment dirais-je, coupure sans plus aucune possibilité d'articulation au point où la métaphysique, on refuse à la métaphysique toute possibilité de dire quoi que ce soit de vrai sur le monde. Et alors, je me demande, mon petit exercice réflexif de tout à l'heure sur les toasts scientifiques, il n'a valeur que de fantaisie, sans sens particulier, sans valeur particulière. Et pour paraphraser un homme de la Renaissance, Rabelais, qui parlait de science sans conscience,
je me demande si une science avec conscience est encore possible aujourd'hui et de quelle façon on peut la réactiver. C'est d'autant plus important que, je dirais, on vit dans le culte de la performance, peu importe comment il est arrivé, il est là, il influence encore une fois le discours politique dans la société et ainsi de suite, mais la performance ne fait référence qu'à elle-même. Et donc, comment peut-on la moraliser? Et à moins que l'on puisse accorder une vertu à la performance, ce que j'ai essayé honnêtement de faire sans succès, je dirais qu'il y a encore une fois un problème de registre, de confusion qui sont liés à la réflexion dans les registres différents, c'est-à-dire à la performance qui appartient au registre de la production qui n'a pas de finalité à proprement parler. Selon les catégories d'Aristote, on parlerait de causes efficientes. Et donc, il n'y a pas moyen au sein de la production de parler, d'y introduire une discussion éthique en discutant de vertus qui, elles, n'appartiennent qu'au champ de l'action, mais pas l'action hors sol, pas l'action hypothétique, l'action telle qu'elle se déroule dans la vraie vie, dans le monde, avec son imprévisibilité, enfin des circonstances imprévues, avec des conséquences qui peuvent éventuellement distinguer entre ceux qui sont les agents de l'action et ceux qui sont les patients de l'action, donc toutes sortes de possibles injustices qui en découlent. Et ceci me permet de proposer prudemment que ce n'est pas une question de déontologie au sein de la profession. On se tromperait complètement si on considérait que justement, en se limitant au registre de la production, on pourrait éventuellement établir des règles déontologiques, mais que c'est vraiment au niveau de la société, c'est un débat sociétal qui doit être mené je dirais, le plus inclusif possible pour, si on veut effectivement atteindre un quelconque impact d'une réflexion éthique sur l'évolution technologique. Alors évidemment, vous pourriez peut-être imaginer que je suis un technophobe primaire. Ce n'est pas vraiment le cas, mais je ne peux pas accepter la célébration de la révolution numérique sans demander à ces turiféraires d'assumer, je dirais, toute la cybercriminalité devenue arme géostratégique qui en est, je dirais, la conséquence. Et donc, la question, ce n'est pas de refuser à l'innovation la possibilité d'apporter des bonnes solutions, mais à quel moment et comment peut-on essayer de mettre en place les conditions pour que les mésusages ou les dérives ne soient pas possibles. Je l'ai entendu déjà dans la présentation de Christian tout à l'heure, il y a des livres dont je n'avais pas connaissance, puisque je vous ai dit que ce n'est pas mon sujet, mais tout de même, l'idée de ce débat, je la ressens avec une certaine urgence que je me suis permis d'exprimer devant vous aujourd'hui, et je vous remercie infiniment pour votre patience.